12h30 à Tel Aviv, c'est le journal, l'essentiel de l'actu du jour. Résister, c'est partir, c'est la phrase du jour et elle est signée Christiane Taubira. La garde des Sceaux a remis ce matin sa démission à François Hollande. Elle était en désaccord avec le gouvernement sur le projet de déchéance de nationalité. Les réactions s'enchaînent évidemment. Marine Le Pen, par exemple, qui estime il y a quelques instants que c'est un soulagement pour la France. Et puis la mobilisation des taxis se poursuit. Des centaines de véhicules ont afflué dès l'aube, porte-maillot, et cela malgré la nomination hier d'un médiateur par Matignon. Après Rome, Hassan Rouhani attendu à Paris ce mercredi, seconde étape d'un voyage historique qui marque le rapprochement entre l'Iran et les puissances européennes depuis la levée des sanctions. À la une ce mercredi également, c'est la journée internationale de la Shoah. Le président israélien Reuven Rivlin va rendre à l'occasion publique aujourd'hui une lettre manuscrite de demande de grâce du criminel nazi Adolf Eichmann juste avant son exécution. On y revient dans cette édition. C'est le clash diplomatique du jour et c'est assez rare. Un Premier ministre face au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, déclare que le terrorisme est le résultat de la colonisation. Benyamin Netanyahou l'accuse d'encourager la violence. Maxime Pérez. Un discours qu'il a voulu ferme et alarmiste. Mardi, devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est inquiété de la poursuite des violences au Proche-Orient et de l'absence de tout dialogue politique entre Israéliens et Palestiniens. Les attaques au couteau, les voitures béliers, les fusillades menées par les Palestiniens contre des civils israéliens, que je condamne dans leur ensemble, ainsi que les heurts entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes, continuent de prendre des vies. Mais les mesures de sécurité seules ne pourront endiguer ces violences. Elles ne peuvent être la réponse au profond désespoir qui habite certains Palestiniens, notamment les plus jeunes. Des déclarations qui ont immédiatement fait bondir Benyamin Netanyahou, déjà mis en cause sur la scène politique intérieure pour sa gestion de l'actuelle vague d'attentats. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots. Les propos du secrétaire général ne font que renforcer le terrorisme. Il n'y a aucune justification pour le terrorisme. Les meurtriers palestiniens ne désirent pas construire un État, ils veulent détruire un État. Et ils l'affirment publiquement. Ils souhaitent tuer des juifs partout où ils se trouvent et ils le disent publiquement. Il n'y a pas de meurtres qui servent la cause de la paix ou celle des droits de l'homme. Une escarmouche diplomatique qui satisfait les Palestiniens. Elle intervient suite à l'annonce d'un nouvel appel d'offres concernant 150 logements dans des implantations juives de Cisjordanie. La semaine dernière, c'était la saisie de 150 hectares de terres agricoles palestiniennes près de la ville de Jéricho, qui avait valu à Israël de vives condamnations internationales, y compris américaines. Voilà, et on tente de décrypter cette situation avec vous, Dror Even Sapir. Alors on le sait, l'ONU n'a jamais été vraiment tendre avec Israël, mais là, la radicalité des propos surprend quand même. Oui, alors il y a eu les petites phrases de Ban Ki-moon contre la construction dans les implantations israéliennes en Cisjordanie, contre ce qu'il appelle le désespoir des Palestiniens, et puis surtout Barbara, cette phrase particulièrement virulente, surtout à des oreilles israéliennes et juives, on va la voir tout de suite. Voilà, donc la Ligue, comme d'autres peuples opprimés l'ont montré au long de l'histoire, il est dans la nature humaine de s'opposer à l'occupation. En clair, les Palestiniens sont dans le rôle des résistants. Et puis cette phrase, bien évidemment, justifie les derniers attentats terroristes. Et je vous rappelle que la plupart des victimes sont des civils. Oui. Or, même si on se place dans la perspective de Ban Ki-moon, même si l'on parle d'occupation, eh bien, lorsqu'un peuple lutte contre une occupation, en général, la seule manière légitime de le faire, c'est de s'en prendre aux forces militaires, pas aux civils. Même en se plaçant dans la perspective de Ban Ki-moon, ces propos sont tout à fait déplacés. Voilà, et c'est bien ça qui dérange, évidemment, à Jérusalem. Les réactions ont été très rapides, très virulentes. La réaction de Benyamin Netanyahou qu'on a vue tout à l'heure dans le reportage de Maxime, elle a été presque immédiate, Barbara. Presque une vingtaine de minutes après le discours de Ban Ki-moon devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est dire effectivement à quel point pour le Premier ministre israélien, il était important de réagir vite et de réagir avec un ton adapté à la gravité des propos de Ban Ki-moon et puis même son cloche du côté de l'opposition, centriste ou de gauche. Il cherche à obtenir quoi, Ban Ki-moon, en déclarant ce genre de choses ?
Écoutez, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Nations Unies, ça n'a jamais été une instance véritablement pro-israélienne. On a quand même l'impression, quand on replace les propos de Ban Ki-moon dans le contexte actuel, qu'il a peut-être senti que le moment était venu, que le moment était opportun pour lui d'aller encore plus loin dans la critique d'Israël. Je vous rappelle les propos tenus récemment par l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro, qui ne sont pas allés aussi loin que ceux de Ban Ki-moon, bien évidemment, mais tout de même de la part d'un ami d'Israël, dire qu'il y avait un double standard dans l'application de la loi concernant les Israéliens et les Palestiniens dans les territoires. C'est critiquer d'une manière bien plus féroce qu'auparavant la politique israélienne dans les territoires, la politique de construction dans les implantations. Tout le monde s'y met, les Européens également, avec notamment l'étiquetage des produits et puis d'autres dispositions. Donc on a l'impression véritablement que la communauté internationale est lassée de ce qui se passe actuellement entre Israéliens et Palestiniens et qu'elle a tendance à faire endosser à Israël la responsabilité du blocage et des violences actuelles. Merci Dror. Et en attendant, on a assisté hier à un nouvel enterrement en Israël, nouvelle victime du terrorisme justement. Elle n'avait que 23 ans. Shulamit Krigman est morte hier matin, poignardée par 2 terroristes palestiniens. Joseph Emmanuel. Elle a du mal à trouver ses mots, submergée par l'émotion. Quelques mots pour son ami Shlomit, assassiné la veille. Ta bonté, ton cœur et ton honnêteté sont uniques. Et si malgré tout, Dieu a choisi de t'avoir à ses côtés, alors s'il te plaît, parle-lui, avec douceur et avec fermeté, comme tu sais le faire. Et qu'il dise assez, qu'il mette fin à nos difficultés. Assez de cette terrible punition qui nous arrache les meilleurs. Des centaines d'Israéliens anonymes, plusieurs personnalités politiques aussi, sont venus assister aux obsèques de Shlomit Krigman à Jérusalem. Après 2 années passées sous les drapeaux, Shlomit étudie le design à l'université d'Ariel. Ses amis parlent d'une jeune femme curieuse, ouverte aux autres et optimiste. Ses professeurs décrivent une étudiante calme, réfléchie, intéressante. Elle travaillait à un projet de bibliothèque dans les arrêts de bus pour faire, disait-elle, aimer les livres aux jeunes Israéliens. Un projet pour combiner aussi ses 2 passions, la lecture et le design. Mais son destin bascule lundi un peu avant 17h. Shlomit achève sa journée de travail à Beth Horon en Samarie, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. À quelques mètres, 2 jeunes Palestiniens viennent de poignarder une femme. Ils s'en prennent ensuite à Shlomit. Transportée dans un état grave à l'hôpital, elle décède au petit matin. Shlomit est la 30e victime d'une vague de terreur palestinienne démarrée il y a 3 mois. Elle repose désormais aux côtés de Daphna Meir, une mère de famille poignardée elle aussi. C'était il y a 1 semaine chez elle face à ses enfants dans l'implantation juive d'Otniel. Et c'est dans ce contexte qu'on s'arrête sur ces mises en garde du chef d'état-major israélien sur le front nord, le Hezbollah, au sud, dans le Sinaï, Daesh, et au cœur du pays, cette intifada des couteaux qui pourrait dégénérer. Tour d'horizon sécuritaire en moins de 2 minutes avec Mathias Inbar. 3 fronts et 3 sources de tension pour Israël. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, dresse les prévisions sécuritaires pour 2016. Première menace pour Israël, le front nord. Le Hezbollah soutenu par l'Iran resterait pour Tsahal la principale menace. Et même si selon Eisenkot, le mouvement chiite ne devrait pas profiter de la manne financière garantie après la levée des sanctions contre Téhéran, un simple incident sécuritaire pourrait entraîner une guerre globale. En cas de conflit, on assisterait pour l'armée israélienne à un scénario catastrophe. Destruction d'avions de chasse israéliens, fermeture de l'aéroport international Ben Gurion, village israélien à la frontière libanaise conquis et soldats israéliens capturés. La riposte israélienne entraînerait alors un redécoupage de la carte du Sud-Liban. Seule nuance dans ce tableau anxiogène que dépeint l'armée israélienne, le Hezbollah, qui a déjà perdu plus de 1300 soldats depuis le début du conflit en Syrie, ne serait pas encore disposé à une 3e guerre du Liban. Front sud, 2 menaces conjointes, l'État islamique dans le Sinaï et le Hamas dans la bande de Gaza. Les groupes salafistes seraient responsables des derniers tirs de roquettes depuis Gaza contre le sud d'Israël. Le Hamas, lui, se serait déjà réarmé après l'opération Bordure Protectrice et continuerait toujours de creuser des tunnels offensifs vers le territoire israélien. Dernier front, terrorisme palestinien.
La récente vague de violence, qualifiée d'intifada des couteaux, a fait 30 morts et plus de 250 blessés israéliens. Cette intifada pourrait s'intensifier selon Tsahal avec l'utilisation généralisée d'armes à feu et des attentats suicides. L'état-major appelle toutefois à prendre des mesures pour alléger la vie économique des Palestiniens, ce qui permettrait de calmer la situation sur le terrain. Voilà, 3 fronts, 3 menaces, mais on s'arrête sur la plus concrète. Mathias, la Cisjordanie, où on a comme l'impression que les militaires s'ingèrent dans le débat politique. Bonjour Barbara. Alors par essence, l'armée israélienne n'est pas là pour penser, mais plutôt agir ou plutôt réfléchir et donner des propositions face aux problèmes sécuritaires. Alors oui, le chef de l'état-major israélien, Gadi Eisenkot, est dans son rôle. Il ne s'ingère pas dans la vie politique israélienne, mais plutôt propose une solution pour ramener le calme sans porter atteinte finalement à la population civile palestinienne et en même temps en garantissant la sécurité des citoyens israéliens. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il était au salon de l'INSS, c'était il y a une semaine. On l'écoute. Il y a 161 implantations en Judée-Samarie, 400 000 habitants israéliens aux côtés de 2 millions de Palestiniens, ce qui entraîne un vrai défi sécuritaire. Mais notre devoir, c'est avant tout d'assurer la sécurité des citoyens israéliens. Mais dans le même temps, notre politique est claire. Nous faisons une différence entre les terroristes et la population civile palestinienne. Alors oui, effectivement, Gadi Eisenkot est ici dans la bonne mesure, c'est-à-dire de trouver finalement une bonne mesure entre le défi sécuritaire proposé par cette vague de terreur et le refus d'imposer de manière massive, de manière globale et générale, les restrictions trop strictes à l'encontre des Palestiniens. Et plusieurs, surtout dizaines de milliers de Palestiniens qui travaillent en Israël tous les jours et qui passent à travers ces barrages en Cisjordanie. Il ne faut pas oublier non plus, Barbara, que Tsahal s'est toujours opposé depuis le lancement de l'intifada des couteaux début octobre à fermer ces territoires palestiniens. Dernière information, finalement, il ne faut pas oublier non plus ces dizaines de projets plébiscités par l'administration civile et militaire israélienne, notamment des projets immobiliers, on pense à Rawabi, pour justement améliorer la vie économique des Palestiniens. Voilà, un délicat équilibre. Merci Mathias. L'histoire du jour à présent, celle d'un aigle espion. C'est en tout cas ce que pensent les habitants d'un village du sud-Liban. Julien, c'est vous qui nous la racontez cette histoire. Oui, c'est l'histoire un peu folle de la journée. Alors, des résidents de Beni Jabal, c'est dans le sud-Liban, ont capturé un aigle et ils se sont rendus compte, on va voir la photo de l'aigle à l'écran pour savoir de quoi on parle, ils se sont rendus compte qu'il avait à la patte un petit dispositif qui semblait être une sorte d'appareil espionnage, et lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était une bague à la patte marquée Israël, on va voir une autre photo après où on voit vraiment, voilà, on voit à la patte cette bague et il y a marqué Israël. Alors les habitants ont été persuadés qu'il s'agissait d'un aigle espion du Mossad, ni plus ni moins. Après s'être rendu compte qu'il s'agissait bien d'une bague pour des soins vétérinaires, eh bien ils l'ont libéré. Israël a exprimé sa satisfaction, l'autorité de la nature des parcs a exprimé sa satisfaction, d'autant qu'il s'agissait en réalité d'un aigle venant d'Espagne et d'une espèce en voie de disparition. Donc voilà, au moins il est libéré. Voilà, tout est bien qui finit bien pour cet aigle qui n'est pas un espion. En revanche, c'est pas la première fois qu'Israël est accusé de ce genre de choses. Bon alors, petit florilège, Barbara. En août dernier, on apprenait que le Hamas avait capturé un dauphin près de la bande de Gaza, en étant sûr que c'était un dauphin espion à la solde des sionistes. Alors il y a bien des dauphins dans l'armée israélienne, mais ce sont des sous-marins, ce sont leurs noms, ce sont des dolphins, voilà. En 2013, il y avait déjà eu un aigle avec une puce qui avait été soi-disant avec une puce capturée par le Hezbollah à Beyrouth. Il y avait eu des vautours au Soudan en Arabie Saoudite. Il y avait également l'Égypte qui avait accusé Israël de lancer des requins avec des GPS à l'attaque des touristes dans la mer Rouge. Ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué de diriger des requins avec des GPS. Donc voilà. Pour les théories du complot au Moyen-Orient, on aime bien. Il faudrait ouvrir un zoo d'animaux espions peut-être, une belle attraction. Merci beaucoup Julien. En bref, des nouvelles de Shimon Peres également ce mercredi. L'ancien président israélien est sorti finalement hier de l'hôpital où il avait été admis dimanche après une seconde alerte cardiaque en 10 jours. Tous les résultats des tests sont normaux et il a été autorisé à rentrer chez lui. C'est ce qu'a dit son bureau dans un communiqué.
12h45, dans quelques secondes, c'est le journal. Vous êtes sur I24. Bienvenue si vous nous rejoignez, l'essentiel avec vous, Elsa Mimoun. Bonjour à tous. Christiane Taubira a remis sa démission ce matin au président François Hollande. La ministre de la Justice était en désaccord avec l'exécutif sur un projet de déchéance de nationalité des auteurs d'actes de terrorisme. Elle va être remplacée par Jean-Jacques Urvoas, proche de Manuel Valls. Un premier cas du virus Zika a été signalé en Europe dans un hôpital danois. Le patient est un touriste qui avait voyagé en Amérique du Sud et centrale. Sur place, la maladie se transmet par une piqûre de moustique et est associée à une explosion de naissance de bébés microcéphales. Annonce des nominations pour les récompenses des Césars. Pour les meilleurs films, on compte Dipan de Jacques Audiard. Catégorie meilleur acteur, Gérard Depardieu, Vincent Lindon ou encore Fabrice Lucchini. Meilleure actrice, Catherine Deneuve ou encore Isabelle Huppert. Merci Elsa pour les titres. Quel temps fait-il aujourd'hui? On regarde ça en images. – 12h46 à Tel Aviv, nous sommes le 27 janvier 2016 et il y a 71 ans exactement, le monde découvrait avec stupeur le camp d'Auschwitz. C'est la journée internationale de la Shoah aujourd'hui et on va s'arrêter d'abord sur ce chiffre. Un rescapé sur 4 en Israël vit sous le seuil de pauvreté. Le détail avec Maël Benoliel. Ruth est née en 1932 en Roumanie. Cachée pendant toute la durée de la guerre, elle a survécu. Mais sa famille a été décimée dans les pogroms. Cette musicologue vit en Israël depuis les années 60. Régulièrement, elle reçoit la visite de bénévoles comme aujourd'hui, ce qui lui évite de rester isolée. Ils sont environ 190 000 rescapés de la Shoah à vivre dans l'État hébreu. Si Ruth profite d'une bonne retraite, ce n'est pas le cas d'un quart des rescapés qui vivent sous le seuil de pauvreté. Une situation impensable pour Ruth. Est-ce que vous me permettez de dire directement et brutalement ce que je pense? J'aimerais les battre, mais comme ça, avec des bâtons. Tous ces gens qui font du mal et des difficultés à ces pauvres rescapés qui nous sommes. Moi, encore, je m'arrange. Mais il y a des gens qui ne se sont pas arrangés ou qui, par toutes sortes de motifs, n'ont pas une retraite décente. Moi, je trouve ça honteux. Tout simplement honteux. Pourtant, il existe plus de 50 associations et autres organisations qui viennent en aide aux rescapés de la Shoah en Israël, proposant notamment des services à la personne et des aides financières. La Fondation pour le bien-être des victimes de l'Holocauste en Israël est l'une d'entre elles. Encore ministre de la Culture il y a un an, Limor Livnat est depuis peu à la tête de cette fondation. Elle-même s'interroge. Comment est-il possible qu'il y ait 45 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, moins de 3 000 shekels par mois de revenus? Ce n'est pas logique. Ça ne fait aucun doute que ces gens devraient recevoir beaucoup plus et que tout doit être fait pour qu'ils vivent leurs dernières années de la meilleure façon possible. Problème, d'après Limor Livnat, les caisses de l'État sont vides. Si le gouvernement le pouvait, il faudrait qu'il augmente son budget. Mais on le sait déjà, le gouvernement n'a pas beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas si c'est possible. De son côté, Ruth Ben-Zvi reste malgré tout reconnaissante envers l'État hébreu au moment où le monde commémore la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Nous avons été reçus dans un pays avec tous les droits d'un citoyen. Ça n'avait pas l'importance si vous venez de l'Irak, si vous venez du Maroc, que vous venez d'Allemagne, que vous venez de la Russie. Vous êtes devenus citoyens israéliens. Et on vous a reçus. On vous a donné plus, on vous a donné moins, on vous a donné une main plus chaude ou un doigt
très discutable comme aide, mais vous avez reçu un État civil. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour la dignité humaine, pour tout ce que nous sommes. C'est pas facile. C'est difficile. N'importe où nous serions allés, ça aurait été difficile. En 2013, une aide supplémentaire de 850 millions de shekels sur 5 ans a été allouée aux rescapés. Mais il semblerait que malgré les nombreux efforts consentis par Israël, ce ne soit pas encore suffisant. Voilà pour ce terrible constat. Et on reste en Israël avec cette lettre. Elle n'avait jamais été publiée. Le président israélien va la rendre publique aujourd'hui. C'est la demande de grâce présidentielle du criminel nazi Adolf Eichmann. Julien. On rappelle Adolf Eichmann qui était le concepteur, si vous voulez, de la solution finale. Il avait été capturé par des agents israéliens du Mossad en 1960 à Buenos Aires avant d'être jugé à Jérusalem pour ses crimes et d'être condamné à mort en 1961. Et donc à la veille de sa mort, d'abord son épouse avait tenté de convaincre le président et son épouse de ne pas tuer son mari, de ne pas l'exécuter. Finalement, dans un élan de dernier espoir, si vous voulez, Eichmann s'est tourné vers le président de l'époque, Yitzhak Ben-Zvi, en lui demandant de le gracier. On va regarder 2 extraits de ces lettres qui vont apparaître à l'écran, dans lesquels il dit « On doit distinguer les chefs responsables de personnes comme moi, des personnes comme moi qui ont été forcées de servir comme de simples instruments entre leurs mains. Je déclare une fois de plus que je déteste les abominations commises contre les Juifs qui ont été les plus grands crimes et considère qu'il est juste que les auteurs de ces atrocités soient tenus responsables maintenant et dans l'avenir. » Et deuxième extrait de ces lettres, un seul individu, lui en l'occurrence, ne peut pas rejeter l'ensemble des événements politiques dont les atrocités devront être expiées par toute la nation allemande. Il parle évidemment des nazis. Je ne peux pas reconnaître le jugement de la Cour comme juste et je vous demande, Monsieur le Président, que vous exerciez votre droit et accordez une grâce et que vous ordonniez que la peine de mort ne soit pas appliquée. En vain, puisqu'il a été exécuté le lendemain. Voilà, une grâce qui n'a pas été acceptée. En tout cas, c'est un procès qui a vraiment marqué l'histoire d'Israël. Absolument, parce qu'en fait, dans les premières années de l'État d'Israël, on ne parlait pas de la mémoire de la Shoah. Pourquoi ? Bien parce que, si vous voulez, les fondateurs de l'État d'Israël tentaient de créer une nouvelle image du juif, une image d'un juif fort qui se bat, qui construit son État. Or, on accusait à l'époque les juifs tués dans le Shoah de ne pas avoir assez résisté. C'était, si vous voulez, le narratif en Israël. Et c'était la première fois, grâce au procès Eichmann, que les rescapés de la Shoah ont pu parler. Écoutez un petit extrait du procès d'Eichmann. בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן. אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. Voilà, j'accuse pour ce procès historique. Merci Julien. On reste en Israël où cela ne fait que 4 ans, bizarrement, que l'enseignement de la Shoah est dispensé dans les écoles arabes du pays. Et vous allez le voir, l'apprentissage de ce drame a permis à beaucoup d'Arabes israéliens de tirer les leçons de l'histoire et de faire un pas vers leurs concitoyens juifs. C'est un reportage de Yorai Lieberman. Si on regarde les lois de Nuremberg, quels sont les éléments qui nous indiquent de la discrimination ? Contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, l'actuelle et les futures générations de jeunes Arabes israéliens connaîtront la Shoah. Car depuis 2011, la Shoah est devenue un enseignement obligatoire et depuis 2014, elle est aussi un thème présent au baccalauréat. Depuis ma naissance, j'entends parler de la Shoah, mais parce que nous en avons juste entendu parler et qu'on ne l'a pas vraiment compris, ça a créé une forme de résistance. Comment ont-ils décrit les Juifs ici ? Il y a un mot très important. Ils étaient détestés et discriminés. Ils n'étaient même pas considérés comme un groupe ethnique, mais comme un type de race à part. Excellent.
En tant qu'Arabes, nous faisons aussi partie de l'ethnie sémite, car les Juifs et les Arabes font tous deux partie du groupe ethnique des Sémites. Si nous avions vécu en Allemagne à ce moment-là, ce qui est arrivé aux Juifs aurait aussi pu nous arriver. J'ai beaucoup de solidarité pour les Juifs à cause de la tragédie qu'ils ont vécue. Dr Tarbed Abouras est professeur en géopolitique à l'université Ben Gurion. À l'instar de ses collègues juifs et arabes du Fonds Abraham qu'il dirige, le professeur Tarbed n'a aucun doute. La coexistence des deux peuples ne passera uniquement par une connaissance de l'histoire et des souffrances de l'autre. Je pense que tous les Arabes devraient visiter Auschwitz et apprendre. Et d'après moi, pas seulement les Arabes, mais tous les êtres humains. Je suis revenue de ce voyage, je suis restée 1 mois au lit, vraiment malade et complètement bouleversée de l'intérieur. J'ai commencé à nouveau à réfléchir, après ce que j'avais vu, l'horreur et l'inhumanité, comment un humain peut faire une chose pareille à un autre être humain. Quand j'étais à l'université hébraïque, j'ai dû préparer un mémoire dans le cadre d'un séminaire. Alors j'ai proposé de le faire sur la Shoah qu'ont subi les Juifs en Europe. Et le professeur est venu me voir à la fin du cours. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive de vouloir faire un travail sur la Shoah? Tu es arabe? Il est bientôt 13h à Tel Aviv, c'est le journal et dans moins de 5 minutes, on reviendra sur les grands titres à la une de l'actualité ce mercredi, à commencer par la démission de Christiane Taubira, la surprise qui n'en est pas vraiment une et on retiendra cette phrase « Résister, c'est partir » et c'est signé par l'ex-garde des Sceaux. On y revient après cette petite pause de quelques minutes, restez avec nous.